Fraternité, PASTEF, les Patriotes, député à l'Assemblée nationale, inspecteur principal des impôts. Vous avez sans doute battu le record de vues, près de 28 000 sur ma page Facebook comme invité du grand jury de ce dimanche 11 mars 2018. De nombreuses interpellations sur votre ambition, votre projet de société, mais également les critiques que vous portez souvent contre le régime du président Macky Sall, interpellations sur votre travail de député, votre livre sur pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, l'économie, notamment la question de l'endettement. Vous êtes une personnalité politique qui ne laisse pas indifférent. Si vos sympathisants pensent que vous êtes la solution, vos détracteurs vous présentent comme un nihiliste. Ousmane Sonko, vous êtes donc pour la deuxième fois face au grand jury de la RFM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, c'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Et c'est regrettable. C'est regrettable parce que les mêmes hommes politiques, quand ils perdent le pouvoir ou quand ils sont plus au pouvoir, ils sont moins courageux, en tout cas moins enclins à faire certaines déclarations. Le pouvoir brandit le fameux arrêté Ousmane Ngom, oui, qui trace une ligne rouge, une ligne à ne pas franchir dans ce périmètre du centre-ville de Dakar. C'est toujours gênant parce qu'autant on peut reprocher à une partie de l'opposition qui était au pouvoir à l'époque et qui était initiateur de cet arrêté, on peut leur reprocher de revenir violer leur arrêté, autant on peut reprocher surtout à ceux qui gouvernent aujourd'hui d'avoir contesté cet arrêté en son temps et d'avoir fait le forcing ici pour dire que coûte nous allons à la place de l'indépendance. Parce qu'on considérait que l'arrêté n'avait pas de légitimité et même de légalité parce que c'est la Constitution elle-même qui garantit cette liberté aux citoyens. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que nous sommes dans un pays où l'expression d'un droit élémentaire constitutionnel, celui de marcher, celui de faire un sitting, celui de manifester et celui de contester est remis en cause perpétuellement. C'est ça en réalité le fond du problème. Que ça se déroule à la place de l'Obélisque, à Guédiawaye ou au niveau au centre-ville, c'est à peu près la même chose. Le ministère a tendance à donner des statistiques, mais si vous dites que 80% des manifestations autorisées, vous mettez là-dedans les gamous, les magal, les manifestations culturelles. Nous, on parle des manifestations politiques. C'est là où il y a un taux d'interdiction assez inquiétant. L'opposition a voulu marcher dans la forme, a voulu faire un sitting d'ailleurs dans la forme, et puisque le sitting avait pour objet particulièrement et spécifiquement de remettre en cause M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, dont la remise en cause n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui a fait des déclarations assez graves dernièrement, quel lieu était plus symbolique que d'aller le faire devant son ministère. Et je crois que ça, c'est une expression démocratique élémentaire. Vous étiez là vendredi? Non, je n'y étais pas, personnellement, parce que j'avais des contraintes qui m'avaient sorti de Dakar. Contraintes organisées? Non, je ne suis pas dans les contraintes organisées. Vous savez, actuellement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'opposition. Et il y a des initiatives que certains peuvent prendre et qui ne concernent pas ou pour lesquels d'autres ne sont pas engagés. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une désorganisation ou une désolidarisation de l'opposition. Je vous donne des exemples. L'IED dont il est question, il regroupe quel parti? Il regroupe le Parti démocratique sénégalais, il regroupe ACT, il regroupe PASTEF, il regroupe le Parti de Mamadou Lamine Diallo, Teki, il regroupe AGI, il regroupe maintenant beaucoup de mouvements syndicaux, société civile, d'autres partis. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est 20 organisations. Mais quand l'IED a organisé sa marche du 9 passé, du 9 janvier, et j'étais encore hors du pays, le Réumi, le groupe de Khalifa Sall, toutes les autres formations qui ne sont pas de l'IED étaient venues à cette manifestation-là. Seriez-vous en train d'éviter ces manifestations? Non, moi je participe aux manifestations. Parce que vous redouteriez quelque chose? Non, pas personnellement. Vous savez, souvent on dit, oui, n'y va pas parce que c'est toi qui es ciblé, parce que c'est toi qu'on veut faire, à toi qu'on veut faire ceci, parce que les vieux politiciens... Et apparemment, vous en tenez compte? Non, pas du tout. Le 9 février, vous étiez absent. Le 9 mars, vous étiez absent. Non, le 9 février, j'étais absent parce que j'étais en mission hors du pays, en Afrique du Sud, dans le cadre de mon travail, et j'ai été invité en tant que parlementaire. Maintenant, je vais conclure sur cette question. Oui. J'ai dit, souvenez-vous que le 16 octobre 2016, c'est nous qui avions organisé la marche qui a été réprimée ici, à la place de l'Obélisque,
et où moi-même j'ai été cible de beaucoup de tirs de lacrymogènes. C'est pas ça le problème. Je dis, quand il y a une activité à faire, nous l'examinons dans le cadre de l'IED. Le principe, en réalité, c'est l'indépendance de chaque organisation à apprécier. Nous discutons souvent de manière très ouverte parce que l'IED, nous avions voulu éviter les erreurs qu'on avait commises avec Manko Taxawu Sénégal. Manko Wattu Sénégal, qui était la première organisation de ce type. Et nous avons dit, pour éviter les mêmes erreurs, l'IED reste une entité totalement... on ne veut même pas la structurer, où les gens viennent en tant qu'entité et apprécient, selon les actions, leur position, leur posture et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça n'empêche pas aujourd'hui, par exemple, que le PDS ou son groupe avec ses alliés fassent des activités, que PASTEF en face, que d'autres en face de l'autre côté. Par exemple, il est projeté un grand rassemblement dans la banlieue dans les jours à venir où c'est l'ensemble de l'IED et nos invités qui vont l'organiser. Et apparemment, il y a un dialogue de sourds, c'est le constat qu'on peut faire. Le pouvoir estime à travers le Premier ministre que vous avez défié la loi et que vous devriez vous attendre à des conséquences. Non, c'est ça que je disais tantôt. Moi, quand j'entends M. Abdoulaye Dione parler, j'ai toujours envie de rire parce que je vois des hommes qui veulent montrer un courage parce qu'ils sont tapés derrière l'appareil d'État. D'ailleurs, il se dit qu'il avait pris la poudre quand ça avait un peu chauffé après 2009. On ne peut pas aujourd'hui être là à utiliser l'appareil d'État exclusivement et dans toutes ses composantes. Utiliser la justice pour emprisonner des adversaires politiques, utiliser l'administration pour radier des adversaires politiques, utiliser la justice pour exporter des adversaires politiques, utiliser la police pour réprimer. Parce que c'est ça l'objectif souvent. C'est après se faire un faux triomphalisme alors que nous ne sommes pas dans un rapport de force équilibré. Quand l'opposition marche, c'est des citoyens ordinaires qui ne sont pas armés, qui n'ont pas de milice, qui viennent avec des bras vides et qui marchent. Et vous avez en face de vous un dispositif qui devait simplement encadrer, qui a été formé, armé pour cela, qui devait simplement encadrer. Donc, il ne faut pas faire de triomphalisme dans la répression d'une marche où c'est des citoyens pacifiques, non armés, qui sortent pour marcher, et vous êtes tapis derrière. Si c'était maintenant d'homme à homme, de groupe à groupe, ça ne se passerait pas comme ça. Et puis ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des sanctuaires qui sont violés. Une école, on a entendu le directeur de l'établissement de l'école de Tchang dire que des grenades ont été balancées dans l'établissement. La police a démenti. Hier, c'était le mausolée El Hadj Malick, si tout le monde s'en souvient, qui avait aussi reçu des grenades. Mais c'est dommage. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une entente entre acteurs pour que ces sanctuaires ne soient pas violés? Même dans une guerre, on épargne les enfants, on épargne les femmes. Mais c'est la responsabilité. On épargne les sanctuaires. C'est la responsabilité de l'État et des forces de police. Vous savez, même quand vous réprimez une manifestation et que les gens se dispersent pour entrer dans ces sanctuaires-là, vous avez dit, même dans une guerre, même dans notre religion, on vous dit, si vous êtes en guerre, si la personne se réfugie dans une église, dans une mosquée, etc., ne la poursuivez pas. Comment est-ce on se souvient Jean-Paul Diaz poursuivi jusque dans la cathédrale. Justement, celui qui court pour entrer dans une cathédrale ou une mosquée ou dans une école, il n'a plus de capacité de nuisance, il n'est plus dans la manifestation. Quel besoin tirer dans ces écoles-là? Je crois que ça remet fondamentalement en question le professionnalisme tant vanté de nos forces de police. Parce que l'histoire récente, on a vu des gens qui sont tombés ici à la place de l'Obélisque et ils sont les seuls perdants d'ailleurs qui sont tombés parce que les forces de l'ordre avaient réagi d'une certaine manière. Et le ministre de l'Intérieur qui était là en ce moment-là, le président actuel avait promis que ça ne resterait pas impuni. Il a transhumé, il est avec le président, on oublie toutes ces questions-là. Ousmane Sonko de PASTEF, leader de PASTEF, député et l'invité du grand jury de la RFM, nous allons parler de l'élection présidentielle parce que c'est cela qui est en vue aujourd'hui. Elle aura lieu en février 2019. Beaucoup de questions, justement, d'auditeurs et comme j'ai dit, j'essaie de faire la synthèse de ces questions. Ils vous demandent tout simplement, parce que c'est la question qui revient tout le temps, Ousmane Sonko est-il candidat à cette élection présidentielle? C'est très tôt pour le dire. Je ne peux que manifester une volonté, une intention en tant qu'acteur politique, parce qu'on n'est pas venu en politique pour faire de la figuration ou pour faire du yobalema comme on dit. On est venu en politique parce que nous pensons avoir des idées, avoir une vision, avoir un programme pour le Sénégal. Et en tant que tel, nous avons suffisamment démontré en 4 années d'existence que cette volonté, elle est là. Nous nous sommes battus, nous nous sommes positionnés, nous avons trouvé un système qui était là,
nous avons su positionner notre discours et la rendre remarquable par rapport à l'ensemble des discours. Vous avez positionné surtout vos critiques. Quel est votre projet de société? Je vais y revenir, mais je vous dis, permettez-moi d'abord de répondre à la question sur la candidature. Très bien. Et partons, si on est dans cette trajectoire, l'aboutissement logique, c'est de participer à toute élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative et locale, qui surviendrait. Après, ça c'est le souhait, ça c'est l'intention, c'est le désir ardent, qui n'est pas porté par Ousmane Sonko seulement, mais qui est porté par un parti politique qui étale ses tentacules à travers le Sénégal et dans la diaspora, mais qui est porté par beaucoup de Sénégalais. Mais il y a aussi l'ambition d'un homme qui doit pouvoir dire de manière grave, de manière déterminée, je suis candidat. Est-ce que vous dites oui, je suis candidat? Je suis en train de répondre à votre question. Je vous dis, c'est pas porté seulement par Ousmane Sonko, mais par tout un appareil. Mais après cela, il faut examiner les choses de manière lucide. Je ne veux pas être parmi ces Sénégalais qui, à la veille de chaque élection, sont les premiers à annoncer leur candidature pour après se rétracter plus tard. Il y a... Parce que vous êtes encore dans le doute. Que nous voulons... Vous doutez encore je ne doute pas personnellement, mais ce que je veux dire, laissez-moi terminer, c'est important, parce que c'est des questions qui sont revenues. Ce que je veux dire, c'est qu'une candidature, elle doit être sérieuse. C'est important ce que je dis. On n'est pas candidat pour être candidat, simplement. Pour animer une élection, la galerie, on a vu ici toutes sortes de candidatures qui sont terminées d'ailleurs en queue de poisson ou avec des suites judiciaires après. Une candidature doit être sérieuse. Et pour cela, elle se travaille, elle se fabrique au jour le jour. D'abord par la communication que nous sommes en train de faire pour parler aux Sénégalais. Ensuite, par la construction d'un appareil pour porter cette candidature. L'appareil politique, mais également la machine électorale. Mais surtout par la mobilisation des capacités financières qui vous permettent de faire une candidature sérieuse. Il faudra au moins mobiliser la caution, 65 millions de francs. Non, je trouve que c'est le moins compliqué de mobiliser une élection présidentielle, elle se gagne maintenant. Ah oui, 65 millions, c'est pas compliqué. Je vous dis, si nous, on lance une campagne de levée de fonds, on lève 60 millions. Mais c'est pas ça le problème. Je dis, une élection présidentielle, elle se gagne maintenant par le travail que vous faites à 11 mois de l'élection, en sillonnant le pays, bourgade par bourgade, ville par ville, département par département, en allant dans la diaspora, en présentant aux Sénégalais une vision et un programme. C'est ça le travail. Et ça commence maintenant. Mais attendre à 2 mois des élections, sortir une caution, c'est pas cela. Maintenant, êtes-vous candidat ou je non, conclus, j'ai dit, si sur toutes ces questions-là, nous avons suffisamment avancé dans les 3 à 4 mois à venir. Ensuite, il y a un élément important. C'est que dans le travail que nous sommes en train de faire, nous discutons également avec des partenaires. Dans les 3, 4 à 5 mois à venir, quand on aura terminé tout cela, l'intention, j'en suis encore à l'étape de l'intention que je viens de manifester, sera matérialisée par une investiture que moi je ne fais pas, mais qui sera portée par un parti ou une coalition ou par un groupe. Et nous viendrons dire aux Sénégalais, nous sommes candidats à l'élection présidentielle, voilà le programme que nous allons vous soumettre et voilà les objectifs que nous voulons pour le Sénégal. Mais je ne peux pas aller au-delà pour le moment parce que c'est relativement prématuré. Un auditeur fait remarquer, je ne sais pas si c'est un chiffre qui vous fait réfléchir par rapport à votre éventuelle candidature, une observation. Il dit en 2012, le MRDS de Mambayan seul avait eu 70 000 voix. En 2018, le MRDS plus PASTEF plus RND plus Yono Askanui a eu 37 000 voix sur 3 337 000 votants. Comment appréciez-vous ce chiffre? Il vous encourage ou vous décourage? Non, ce que j'apprécie moi, d'abord, les élections ne sont pas connectées forcément. Une élection présidentielle ce ne sont pas des élections législatives, première chose. Et vous pouvez voir la trajectoire de celui qui dirige actuellement, entre sa sortie du gouvernement, les premières élections locales auxquelles il a participé et la présidentielle. C'est exactement ce que le président Macky Sall dit. Deuxième chose. Vous dites que oui, ma coalition a eu moins de la majorité absolue aux législatives, cela ne signifie rien par rapport à l'élection présidentielle. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis, une élection présidentielle, c'est le rendez-vous. Oui. C'est vrai. D'un appareil qui porte un homme, mais le rendez-vous d'un homme est d'une vision avec un peuple. Et nous voyons, même si la comparaison n'est pas raison, nous voyons aujourd'hui de plus en plus dans des pays
à forte tradition démocratique, ou des gens qui n'ont même pas d'appareil politique, c'est le cas de Macron en France, venir et charmer l'électorat et passer. Donc, je dis aujourd'hui, je ne peux pas me fier. Nous, les élections législatives, c'était une phase test. C'était nos premières élections. J'ai eu l'honneur d'avoir été porté à la tête d'une liste avec des gens qui avaient plus de vécu politique que moi. Nous avons fait ce que nous avons pu avec les limites qui étaient les nôtres. Et c'est pourquoi je vous ai dit, tirant expérience de tout cela. Parce que ce qui nous a plus fait défaut lors de ces élections législatives, nous n'avions pas d'appareil. Quand vous n'êtes pas capable d'être présent dans les bureaux de vote, nous avions 1700 volontaires sur plus de 13 000 bureaux de vote. Quand vous n'êtes pas capable de participer au déroulement du scrutin et de voir ce qui s'y fait, de participer au décompte, de signer les PV, quand vous n'avez pas les moyens financiers pour faire l'ensemble du territoire national, aller vers les Sénégalais, leur parler, c'est extrêmement difficile. Je ne suis pas en train de trouver des excuses, mais je dis, nous avons appris de tout cela. Et c'est pourquoi, de manière lucide, et avec les Sénégalais qui nous interpellent partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les mosquées, nous leur disons, nous vous proposons un pacte. Nous voulons que cette candidature, si elle doit se faire, qu'elle soit totalement différente de ce qu'on n'a jamais connu. Au Sénégal, nous avons des candidats qui sortent de nulle part avec des milliards dont personne ne sait l'origine. Nous disons à tous les Sénégalais que nous n'avons pas des moyens financiers. Nous voulons que les Sénégalais qui croient à ce que nous sommes en train de faire, eux-mêmes participent à ce que nous sommes en train de faire pour nous donner les moyens et les outils de faire une candidature sérieuse. Partant, je ne suis pas là à me focaliser. On est quand même 5e ou 6e sur 47 listes. Pour un coup d'essai, je crois qu'il y a de quoi rendre grâce à Dieu et se dire, malgré toutes les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, il y a quelque chose qui se met en place, nous continuons à travailler. Que proposeriez-vous aux Sénégalais en février 2019 comme vision, comme programme, comme projet de société? Je vous donnerai pas mon programme ici. Ça ne cadre pas dans, ça ne pourrait pas tenir dans cette émission. Du Sénégal, votre mais projet de société. Je vais vous dire une chose. En quelle grande ligne? Je vais vous dire une chose. Oui. Beaucoup de gens disent, ils passent beaucoup de temps à critiquer, beaucoup de temps à faire des révélations. Oui, nous allons continuer à critiquer et à faire des révélations parce que c'est extrêmement important. Parce que les Sénégalais avaient ce besoin de savoir ce qui se passe, de savoir comment ils sont gouvernés. Ils avaient besoin de savoir si le discours ambiant à forte diffusion médiatique est collé avec les actes qui sont posés par leurs gouvernants. Et c'est ce que beaucoup de Sénégalais, pour ne pas dire tous les Sénégalais, apprécient dans ce que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer à le faire. Ils disent, oui, ils inondent les réseaux sociaux. Nous allons continuer à inonder les réseaux sociaux. Oui, et ils disent, Ousmane Sonko, un nihiliste. Oui, nihiliste, je ne le suis pas. Et si vous posez, si on traverse toutes les politiques publiques qui sont développées aujourd'hui, si on posait des questions sur des aspects qui me semblent positifs, je vous dirais, ça c'est bon. Il y a un auditeur qui dit, les réalisations du PIDC, mais également la Sénélec, les coupures d'électricité se sont considérablement réduites. Il vous demande, est-ce que c'est un point positif pour le pouvoir actuel? Mamoudou, je vais terminer mon raisonnement avant de revenir sur ce point. Oui, parce que je vous suis aussi. Vous savez, oui, c'est... Oui, je sais, je vais revenir. Oui. Je sais bien les relances, mais concrètement, pas... je vous suis. Voilà. Concrètement, cet auditeur vous interpelle sur le PUDC. Je vais y revenir tout de suite. Je termine juste pour vous dire que nous allons continuer à faire tout ça. Oui. Parce qu'il était important qu'on déconstruise le discours et l'image que Macky Sall et son régime ont voulu vendre aux Sénégalais d'une gestion sobre et vertueuse, qui est tout sauf sobre et vertueuse. C'est un discours de la patrie avant le parti, ainsi de suite. Il fallait déconstruire, c'est important. Nous allons entrer dans une phase concrète. Encore que nous avons beaucoup proposé, des propositions sectorielles. Nous avons fait des propositions quand il a fallu faire la loi sur le contrôle du loyer. Nous avons fait des propositions concrètes quand il a fallu faire le nouveau code des mines. Nous avons fait des propositions concrètes sur des questions d'éducation sectorielle. Nous allons passer à une autre phase. L'autre phase, c'est quoi? C'est que incessamment, moi, je suis en train de travailler sur un ouvrage vision que je vais présenter aux Sénégalais. Il faut que nos hommes politiques... Vous allez sortir un autre... Très bientôt, s'il plaît à Dieu, nous allons présenter aux Sénégalais un ouvrage vision où, sur les thématiques fondamentales, d'abord du financement, qui est l'élément le plus important à mon avis des politiques publiques. Ensuite, sur les politiques publiques elles-mêmes, industrialisation, agriculture, santé, etc. Les politiques, les programmes de société. Les programmes sociaux du moins, les programmes sociétaux, sur toutes ces questions-là, et les mesures d'accompagnement, planification, tout ce que vous voulez. Nous allons proposer ça. Et ça,
Ce n'est que l'avant-goût maintenant, parce que c'est un ouvrage vision, comme je le dis, que moi j'écris et que je présente aux Sénégalais, mais qui va être suivi immédiatement par le programme détaillé de PASTEF que nous allons présenter aux Sénégalais, au moins à 5 mois des élections, et que nous allons diffuser à travers tous les réseaux. Maintenant, quelques grandes lignes, s'il vous plaît, avant de revenir sur le secteur, puisque je suis quand même le maître de cette émission, quelques grandes lignes de votre vision du Sénégal que vous allez présenter. Ma vision du Sénégal, elle tourne autour d'une notion fondamentale qui fonde notre action politique, le patriotisme, la souveraineté. Et c'est ça qui manque fondamentalement aux politiques publiques qu'on nous a toujours proposées. En quoi? D'abord sur la question, je l'ai dit tantôt, la problématique du financement. Aujourd'hui, on va s'endetter. Vous avez mis dans l'émission qu'on parlera de l'eurobond. On va en revenir. Oui. On s'endette de manière inconsidérée. Aujourd'hui, on n'a pas de politique monétaire pour financer une économie. Il faut avoir des ressources souveraines, recettes fiscales, droits de douane, recettes non fiscales. Il faut avoir une capacité de tirer le maximum de ces ressources naturelles, or, pétrole, gaz, etc., ce qui n'est pas le cas. Pour les deux premiers, il faut avoir la capacité également de pouvoir déterminer soi-même sa politique monétaire et l'adapter à la réalité économique qui est la vôtre, ce qui n'est pas le cas. Et quand vous laissez de côté ces trois aspects extrêmement importants, vous êtes obligé de vous rabattre sur un endettement qui n'est pas normal. Ça, c'est par rapport au financement. Et je vais y revenir sur l'eurobond. Yes. Sur les politiques maintenant publiques. Vous m'avez posé la question, oui. Soit je développe, soit on passe à l'électricité, le PUDC. Puis c'est une question d'un auditeur. D'accord. Oui, voilà. Sur le PUDC, c'est un bon programme. PUDC purement. Et c'est ce qu'il faut. Mais dans l'idée, c'est un excellent programme. Vous savez, au Sénégal aujourd'hui, toute l'économie sénégalaise est concentrée à Dakar. Prenez en termes d'entreprise. Dakar-Thiès, vous avez 95,3% des entreprises concentrées à Dakar-Thiès. Et le reste des 13 autres régions du Sénégal se partagent le reste. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il faut aujourd'hui qu'on comprenne que le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Et c'est pourquoi c'est anachronique cette histoire de Diamniadio. Mais par contre, le PUDC est un excellent programme. Mais il y a deux problèmes. D'abord, dans la réalisation. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on prenne un programme aussi important pour dire qu'on va donner ça à un organisme des Nations Unies, ainsi de suite. À quoi sert notre administration? En l'occurrence, le PNUD. Le PNUD, qui n'est pas une référence d'ailleurs en termes, tout ce qu'on veut éviter en termes de célérité et de probité dans la gestion des trucs. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre administration? À quoi sert payer des salaires, etc., etc., pour faire quoi? La deuxième chose maintenant, c'est ce qu'on met comme budget. Tout le PUDC, c'est à peu près 300 milliards, je crois. Là où vous mettez 1200 milliards pour faire un petit train de 53 km. Le TER? Le TER. Ça pose un problème. On aurait dû mettre énormément plus dans ces programmes-là pour commencer à avoir une vision de décentralisation sérieuse, de créer les pôles qu'il faut pour que les gens puissent rester chez eux au lieu de venir tous vers Dakar et s'aggluter à Dakar. Et sur l'électricité? L'électricité, il y a une embellie. Ce qui est tout à fait normal. Certains vous diront que c'est les premiers fruits du plan Takal du régime du précédent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Il y a le plan Yessal aussi, de l'actuelle direction. Qui est une continuité. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a une embellie et c'est bon pour le Sénégal. Est-ce que cette embellie-là est structurelle? Est-ce que c'est lié à une bonne amélioration de l'outil de production de l'électricité? Est-ce que c'est lié à la facilité ou la diminution du coût de l'énergie ou des hydrocarbures de manière générale, parce que nous savons que le baril à un moment donné avait effleuré les 120 ou 130 $. Aujourd'hui, on est à 30 $ ou quelque chose comme ça. Je dis, il y a une embellie, c'est une bonne chose pour le Sénégal, et puis espérons simplement que ce soit structurel et qu'on puisse continuer. Maintenant, après, il y a tout un débat sur les types d'énergie utilisées, l'option faite sur les énergies fossiles, le charbon, avec tout ce qu'on connaît comme dégâts sur l'environnement. Tout ça, c'est un autre débat qu'on pourra tenir. Ousmane Sonko, en déclinant votre vision à travers cette émission que vous allez présenter au peuple sénégalais en février 2019, vous faites acte de candidature tout simplement. Je n'ai pas décliné ma vision, j'ai commencé à décliner un petit point de ma vision. Vous faites acte de candidature.
comprenne qui pourra. Ousmane Sonko est l'invité du grand jury. On continue sur les questions économiques puisque nous y sommes. Le gouvernement annonce la levée le 6 mars dernier avec succès, il le précise, des obligations souveraines sur les marchés financiers internationaux, autrement appelées eurobonds, montant 2,2 milliards de dollars, une des tranches d'1 milliard d'euros pour 10 ans à un taux de 4,75% et l'autre tranche d'1 milliard de dollars pour 30 ans à un taux de 6,75%. Je dois dire quand même, quand j'ai lu cela, peut-être c'est une erreur quelque part. Il y a une part où on dit c'est en euros, une autre part où il dit en dollars. Peut-être que les services du ministère de l'économie devraient nous édifier davantage. Cet emprunt, toujours est-il, est considéré comme la preuve de la solvabilité de la signature du Sénégal. Quel est votre sentiment? Oui, d'abord, c'est pas une erreur, c'est des emprunts qui ont été levés évidemment en deux devises que sont en euros et en dollars. Parce que ce qui a été reproché au Sénégal depuis longtemps, c'est que notre dette est principalement libellée en dollars, qui n'est pas notre monnaie, puisqu'on est arrimé, nous, sur l'euro, ce qui fait qu'il y a des contre-coups extrêmement importants. Le gouvernement a voulu peut-être, parce que comme on dit, le franc CFA est en fait de l'euro, puisque nous sommes arrimés à l'euro avec une parité fixe, et ils ont voulu peut-être couper la poire en deux. Mais très bien. En réalité, sur la question de la dette, vous me permettrez d'abord de vous dire qu'il y a une situation particulière. On maquille les chiffres. Je ne sais pas si c'est une coïncidence que notre président s'appelle Macky d'ailleurs, mais on maquille beaucoup de choses dans ce pays-là. La première chose, c'est que la situation intérieure du pays est chaotique. On a une dette intérieure qui dépasse les 400 milliards et qu'on essaie de cacher. J'ai interpellé le ministre des Finances quand il est venu à l'Assemblée en disant que vous avez fait un dépassement sur les ressources extérieures de plus de 200 milliards. Ils savent que leur budget n'est pas sincère et c'est pourquoi, pour la fin de l'exercice 2017, ils avaient arrêté depuis pratiquement le mois de juillet ou août de faire des opérations budgétaires et même les entrepreneurs, on leur faisait des lettres de garantie, etc. pour justifier, mais ils ne voulaient plus faire des opérations. Au mois où je vous parle, le déficit de l'année dernière, ils avaient plus de 100 milliards de déficit sur les recettes fiscales. On ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont mis. En réalité, on devait avoir un système de report à nouveau si on est conséquent avec nous-mêmes. Au moment où je vous parle, il y a, regardez ce qui se passe avec les écoles privées, les instituts privés, 16 milliards d'arriérés. L'État ne paye pas. L'administration ne reçoit même plus ses dotations de carburant au moment où je vous parle. Nous avons une situation intérieure extrêmement catastrophique et le Sénégal... Le ministère de l'enseignement supérieur parle de 9 milliards. En tout cas, moi, j'ai le mémo des instituts privés qui parlent de 16 milliards. Mais même si c'était 16 milliards, ça pose problème. Et ça c'est en train d'handicaper les écoles, mais d'hypothéquer également l'avenir des enfants qui étudient, des jeunes qui étudient là-bas. Mais c'est ça la situation du pays. Et le gouvernement n'a plus de marge parce que le gouvernement a fait le plein de ce qu'il pouvait faire pour aller faire des infrastructures, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce qui se passe avec l'enseignement, la crise de l'enseignement, le secteur de la santé. Partout, ça va pas. Et c'est pourquoi je demande au gouvernement de Macky Sall de faire très attention à engager le Sénégal dans des choses qui seront des boulets qu'on va traîner après. C'est le souci d'avoir tout de suite et maintenant des moyens pour justifier qu'ils aillent signer un accord avec Léonin à notre défaveur, avec la Mauritanie, sur le pétrole et le gaz. Il y aurait une situation financière difficile. Elle n'est pas difficile, elle est extrêmement catastrophique, je vous dis. Au bord de la banqueroute? Non, on n'en est pas là. Vous savez, même il joue sur les mots. Quand on parle de dette et de surendettement, il dit le Sénégal a un faible risque de surendettement. Mais le Sénégal a une dette trop élevée. Oui, mais il y a quand même eu un rebasing qui a fait que le rapport entre la dette et le PIB a été revu autour aujourd'hui de 47%. Non, je vais vous donner des statistiques si vous voulez. Oui. La dette, elle était à 41% du PIB en 2012, quand Macky Sall arrivait. Elle est aujourd'hui à 61% du PIB. Vous savez, moi, les ratios qu'on me donne en me disant que les critères de l'UEMOA, 70%. 70% de quoi? D'un PIB, de quel pays? L'un des pays les plus pauvres du monde, où la croissance est conjoncturelle et dépend d'une simple hausse du cours du pétrole ou alors d'une mauvaise pluviométrie pour qu'on perde 4 ou 5 points de croissance. Deuxièmement, par rapport à la viabilité de la dette, nous étions à pratiquement 250 milliards sur la question des eurobonds en 2011. Aujourd'hui, on est à 1184 milliards par rapport à cet aspect simplement de la dette, les eurobonds. Et pendant ce temps-là,
comme je vous le disais. Et qu'est-ce que finance cette dette-là? Avant 2012, l'investissement augmentait plus vite que le PIB. Avant 2012. Et l'investissement était à peu près à 29,3% du PIB. Mais depuis quelques années, l'investissement n'a jamais atteint les 27%. C'est-à-dire, ça croît moins. Et les recettes fiscales également. Regardez le budget 2018 qu'on vient de voter à l'Assemblée nationale. J'y étais. Vous avez une hausse des recettes fiscales de 11% et une hausse de la dette de 23,9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous peinons, ou nous sommes incapables ou en deçà de nos capacités en termes de mobilisation des ressources internes. Et nous voulons supplier tout ça par un endettement. Et pourquoi nous ne pouvons pas mobiliser correctement nos ressources internes? Parce que nous avons une administration complètement par terre, politisée et politique. Vous faisiez partie de cette administration. Oui, et j'ai toujours défendu qu'à un certain niveau de responsabilité, les directeurs généraux, les directeurs, etc., doivent rester en dehors de ça. Celui qui fait l'option de faire de la politique, tu fais l'option également de mettre en... Parce que vous ne pouvez pas diriger correctement une administration. Imaginez un directeur général qui passe son temps à faire des meetings à la Médina, l'autre à Louga, l'autre à Kolda, ainsi de suite. On ne peut pas travailler sérieusement dans ces conditions. Vous voulez dire que l'administration fiscale est dangereusement politisée aujourd'hui au Sénégal? Excessivement politisée. Vous en faites partie quand même, il faut le rappeler. Oui, mais moi j'ai été mis à la porte alors que les autres, ils peuvent dire que Macky est le plus beau. Au lieu d'attendre... Non, j'avais demandé à être dans une position de détachement, ce qui m'a été refusé. Deuxièmement, toujours par rapport à la recette fiscale, la malgouvernance à ce niveau-là. Vous avez entendu, vous tous, le débat sur les remises gracieuses, sur les amnisties fiscales. Mais comment pouvez-vous, des multinationales, de grandes entreprises nationales, qui fraudent, des fraudes passibles même de poursuites pénales, et que le ministre des Finances prenne son stylo pour dire j'annule 13 milliards ici, j'annule 20 milliards ici, sur des ressources souveraines dont seule l'Assemblée nationale avait la compétence, parce que la fiscalité est du domaine de la loi. Toutes ces questions-là qu'on met de côté pour après aller s'endetter. Et on parle de financement. Les mamelles du financement, je vous l'ai dit, c'est les ressources internes, c'est la politique monétaire, mais c'est également avoir le maximum possible de vos propres ressources naturelles. Et j'ai produit un livre pour montrer comment Macky Sall et son régime ont complètement vendangé nos ressources pétrolières et gazières. Et on peut retrouver exactement la même chose au niveau des ressources minières, au niveau du zircon, au niveau de l'or. Et c'est extrêmement grave, et même au niveau des ressources halieutiques. Nous reviendrons sur la fiscalité, mais j'ai envie de courir parce qu'il nous reste tellement de choses à dire et il y a très peu de temps. Mais pour rester sur l'eurobond, le dernier, selon le ministère de l'économie, les ressources issues de cette émission vont servir à financer les projets d'infrastructure du PSE et le rachat de certains crédits, notamment l'eurobond de 2011 dans le cadre stratégique de gestion de la dette. Cet eurobond était de 200 millions de dollars avec 8,75% de taux sous le régime précédent. Êtes-vous rassuré par l'option du gouvernement? Non, du tout. Je vais vous dire, on est en train de faire du sul-bouki, ce qu'on appelle le jeu de Ponji. On s'endette pour racheter d'autres dettes. 200 millions de dollars, par exemple. Oui. C'est extrêmement grave. Ça, moi, je comprends pas. D'ailleurs, j'avais suggéré à quelqu'un une question structurée et normale dans tous les États pour faire un peu le financement. Mais si vous avez une banque centrale qui a des réserves au niveau du Trésor français, réserves statutaires qui nous appartiennent, qui sont au passif de notre bilan de la BCEAO, qu'on peut prendre à tout moment et l'utiliser. Et vous avez ce qu'on appelle les réserves maintenant obligatoires qu'on dépose pour la garantie de la parité fixe. Mais cet argent-là, en or comme en devise, qu'on retrouve dans des places financières et qui dort là-bas, et qu'on ne peut pas ramener pour le financement de nos économies. Et la Banque centrale, je crois que le docteur Abdourahmane Sarr a fait une bonne production avant-hier, je crois, sur la question. La Banque centrale est en difficulté parce que la Banque centrale a utilisé beaucoup de ses réserves, du reste de ses réserves, pour refinancer les banques nationales, les banques locales, qui ont acheté des titres d'État. Et la Banque centrale, en faisant ça, a beaucoup plus travaillé à financer nos déficits budgétaires. Et au détriment de ses réserves. Il faut que la Banque centrale reconstruise ses réserves. C'est ce qui justifie ces eurobonds portés par le Sénégal et par la Côte d'Ivoire. Mais s'endetter pour financer des projets de développement, c'est quand même une bonne chose, non? Mais je vous ai montré tout de suite des statistiques qui montrent que l'endettement, aujourd'hui, n'a pas permis un financement de l'investissement, et que l'investissement est à la traîne par rapport au PIB si vous comparez à des années antérieures. Nous avons un endettement qui n'est pas porteur
en tout cas, si c'est porteur d'une croissance, ce n'est pas porteur d'une croissance pour les pauvres. La preuve, le taux de pauvreté aujourd'hui est là où il était, et même s'est aggravé avec le Sénégal placé parmi les 25 pays les plus pauvres, mais avec un taux de pauvreté de 77,5% dans des régions comme Kolda, Ziguinchor, Kédougou, c'est-à-dire les régions qui ont un fort potentiel économique d'ailleurs. Parce que nos gouvernants n'ont jamais envisagé d'investir sérieusement et de créer des pôles dans ces régions-là pour améliorer. Donc cet endettement-là, ça finance quoi? Ça finance un terre surfacturé. Ça finance des autoroutes surfacturées. Pour qui et pourquoi? C'est ça la véritable problématique. Je rappelle, parlant de l'eurobond, qu'en 2017, quand même, il y a eu un autre emprunt obligataire. Hein, le 16 mai, plus précisément, 2017, c'était 1,1 milliard de dollars US, environ 660 milliards sur une maturité de 16 ans à un taux de 6,25%. Et c'est ça, c'était l'année dernière. Là, vous avez parlé d'ailleurs, parce que quand vous critiquez, quand vous interpellez Amadou Ba à l'Assemblée nationale, il vous dit, oui, on s'endette pour construire des infrastructures et si on n'avait pas une bonne signature, on ne nous prêterait pas. Mais vous savez, c'est là le piège, surtout avec la découverte des ressources naturelles. Aujourd'hui, on nous prête sur 30 ans. Quand vous voyez l'eurobond libellé en euros, on nous prête sur 30 ans. On nous fait parce qu'ils savent qu'on a la capacité, par rapport aux ressources pétrolières et gazières, on aura toujours la possibilité, quelque part, de rembourser beaucoup plus cher. On nous fait et on nous piège et nous laissons notre capacité à mobiliser des ressources souveraines. Les mêmes multinationales qui appartiennent à ces pays qui nous prêtent et qui viennent ici, on les exonère. Rien que le rapport sur les dépenses fiscales 2014 montre qu'on perd 500 et quelques milliards sur des exonérations non justifiées. C'est ça les véritables problématiques qu'il nous faut poser. Mais il faut avoir le courage politique, ce qui n'existe pas actuellement. Justement, le pouvoir, comme dernièrement, M. Momar Nguer, qui est un des directeurs de Total, dit qu'on fantasme beaucoup sur les contrats pétroliers et gaziers. Vous insistez beaucoup sur la fiscalité, mais on vous rétorque, Ousmane Sonko, mais comment pouvez-vous fiscaliser l'exploration? L'exploration n'est pas fiscalisée nulle part dans le monde. Je n'ai jamais dit qu'on fiscalise l'exploration. C'est quoi votre problème alors? Vous savez, dans ce pays, au pétrole et au gaz, il y a une mauvaise foi extraordinaire. D'abord, nous avons le droit de fantasmer sur notre pétrole. Nous ne fantasmons pas sur le pétrole de l'Arabie Saoudite, etc. Qu'il nous donne au moins ce droit de fantasmer sur nos ressources naturelles. De communiquer avec le peuple sur l'existence de ces ressources, mais sur les enjeux liés à ces ressources. Leur argument, pour vous dire combien il manque d'arguments. Moi, quand j'écoute Boun-Dionne, j'ai honte quelquefois. Leur argument, quand vous parlez de pétrole, quand vous parlez de pétrole, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est des questions techniques. Lui, il est un grand technicien du pétrole, il n'est plus informaticien ou je ne sais pas sorti de quelle école d'art, mais il est devenu un grand technicien. C'est des questions techniques, faites-nous confiance. Mais comment on peut vous donner la responsabilité ou la délégation de la gestion d'un bien commun et ne pas s'intéresser sur la manière dont vous gérez ça? C'est inadmissible. Et quand on entre maintenant dans le fond, je crois que vous avez été l'un des premiers à qui j'ai envoyé un exemplaire de mon livre. Et vous savez que j'ai traité de manière profonde et sérieuse la problématique et j'ai démontré en quoi le code pétrolier tel qu'il existe, qui n'est pas bon du tout, mais tel qu'il existe déjà, en quoi est-ce que Macky Sall, en quoi est-ce que Aly Ngouille Ndiaye, en quoi est-ce que Amadou Ba, en quoi est-ce que, etc., en quoi ils ont violé flagramment le code pétrolier et sciemment, parce qu'ils savaient quand ils le faisaient. Moi, j'attends des réponses sur ça. Ils n'ont qu'à répondre par rapport à ça au lieu de venir dire, oui, on fantasme. En quoi ils ont violé? Ils ont violé le code pétrolier? Mais c'est 252 pages. Parce que tout le monde n'a pas la chance de lire ou d'avoir lu votre livre. Je peux vous donner quelques échantillons. Les auditeurs. Je vais vous donner quelques échantillons. Oui. Le gouvernement du Sénégal n'aurait jamais dû donner nos 2 blocs pétroliers à Franck Timis. D'ailleurs, c'est 4 qu'il lui avait donné, parce que les 2 c'était avec Petrotim et les 2 autres c'était avec African Petroleum. À lui seul, on lui a donné 4 blocs pétroliers. Il n'aurait jamais dû, parce que le monsieur ne respectait pas les critères définis par le code pétrolier pour être attributaire de blocs pétroliers, ni sur les engagements financiers, ni sur les engagements techniques. Et M. Aly Ngouille Ndiaye a sciemment mentionné des informations fausses dans le décret de présentation
dans le rapport de présentation du décret en disant que Petro-Tim était une grande multinationale ayant des références, etc. Ce qui était tout à fait faux parce que Petro-Tim avait été officiellement d'ailleurs créé après la signature du premier contrat. Aujourd'hui, on ne parle plus de Franck Timis. Oui, mais non, vous m'avez dit, je vous donne. Oui. Vous m'avez dit en quoi? Je vous donne un petit échantillon. Maintenant, on nous dit, on fantasme sur les contrats pétroliers. La première chose, c'est qu'il doit publier les contrats pétroliers. Il y a en 2016, quand on les a acculés, à un moment donné, Boun Dionne a convoqué la presse ici, il a fait une déclaration de presse. Il n'osait même pas faire une conférence de presse. Il fait une déclaration de presse et il dit, voilà, tenez, on a publié les contrats. Allez sur le site du gouvernement, vous trouverez 3 ou 4 contrats. Le contrat de Total, pourquoi il ne le publie pas? C'est la loi, le code pétrolier qui dit que tous les contrats et tous les décrets doivent faire l'objet de publication. J'ai interpellé le ministre en charge du pétrole à l'Assemblée nationale. Il me dit, oui, si vous passez au bureau. Je dis, je ne passerai pas à votre bureau. C'est une obligation légale de publier ces contrats-là dans le journal officiel. Vous devez le faire et je dois en avoir accès comme les 14 millions de Sénégalais. C'est eux qui sont. Oui. C'est eux qui sont dans la cachotterie parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de choses à cacher dans ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un autre contrat qui fait débat. Idriss Seck, président de Rewmi, avait interpellé le président de la République qui a dit que la Constitution prévoit une procédure et que l'Assemblée en sera saisie. Avez-vous le sentiment que l'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie, que c'est un accord qui a vendangé les intérêts du Sénégal? Je ne peux pas le dire encore parce que je n'ai pas vu l'accord. On nous a annoncé un accord. Nous attendons de l'avoir. J'ai entendu le Premier ministre dire que ça a été envoyé au bureau de l'Assemblée nationale. En tout cas, jusqu'à vendredi, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai vérifié mon casier. Nous n'avons pas encore vu. Je ne peux pas me prononcer sur un document que j'ai pas vu. Tout ce que je dis, moi, Mamoudou Ibra Kane, tout ce que je dis et tout ce que je dirai, c'est documenté. Et c'est pourquoi vous allez voir des démentis, des gesticulations, mais ça ne va pas au-delà. Parce que tout ce que je dis, je le documente d'abord avant de le dire. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que il y a de quoi, en tout cas, avoir des appréhensions. Je vous ai dit la situation du pays qui fait que Macky Sall a besoin, ipso facto, et coûte que coûte, d'argent. Quand j'ai entendu Boun Dionne hier dire, l'essentiel c'est de trouver un accord, moi je préfère 10% de 1 million à 100% de zéro. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais attends, il y a un problème dans la tête de ce Premier ministre-là. Nous ne sommes pas en train de nous amuser avec nos ressources. Il faut qu'un accord soit assis sur des critères objectifs qui permettent, sur la base, par exemple, de la répartition géographique des réserves et beaucoup d'autres aspects, de savoir est-ce qu'on n'a pas perdu, est-ce qu'on a gagné. Cette faiblesse de nos dirigeants qui nous avait amenés, en tout cas, à abandonner la rive gauche du fleuve Sénégal et ce qui nous poursuit jusqu'à présent, il faut que ça s'arrête. Très bien. Il ne faut pas prendre des engagements à la légère et nous attendons de pied ferme à l'Assemblée nationale qu'ils viennent nous présenter cet accord. Ousmane Sonko, il nous reste 2 minutes. Petite question, réponse instantanée. D'abord, question d'auditeur. La première, c'est sur l'Assemblée nationale, justement. Les 10 millions dont vous avez fait état, qui auraient été remis aux députés, on vous demande de fournir les preuves parce qu'il y a eu des contestations. Il n'y a pas eu de contestation, il y a des gesticulations. Vous savez, moi je vous ai dit tantôt que je ne dis pas ce que je ne peux pas prouver. Quand j'étais en voyage, j'ai entendu un député dire « Nous allons rester en justice ». J'ai dit « Tant mieux ». Mais depuis lors, je ne les entends plus. Il y a même eu des menaces d'exclusion. On a eu à demander même que Ousmane Sonko soit exclu. Mais moi, j'ai été à l'Assemblée parce que le peuple l'a voulu. Bref, très bien. Ce que je peux dire, et je le confirme ici, il y a eu un projet de doter chaque député sortant de 10 millions et chaque député entrant de 10 millions. Si vous faites le calcul, ça vous fait 3 milliards. Le président Agnès a dit que les crédits sont déjà votés, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que l'affaire soit politisée. Si tous les députés sont d'accord, on donne. J'ai dit je ne suis pas d'accord, parce que je ne vois pas de justification à donner de l'argent comme ça. L'argent n'a pas été remis, il y a eu un projet. Oui. Alors, sur l'éducation, question également, vous auriez dit que vous, une fois élu président de la République, vous allez doubler les salaires des enseignants. Non, j'ai jamais dit ça. Vous savez, une organisation fonctionne d'une façon particulière. Les enseignants, le mouvement des enseignants de PASTEF a tenu une conférence de presse, je crois, il y a 2 semaines, au siège du parti. Je n'y étais même pas. Et ce mouvement a dit qu'il faut que le gouvernement double le salaire des enseignants. Ça,
c'est pas... On a à peu près 100 000 enseignants. C'est pas ça le problème. Ou aller chercher les ressources pour doubler les salaires des enseignants. C'est pas Est-ce que vous reprenez à votre compte cette proposition? Je suis désolé, c'est pas un argumentaire parce que on ne peut pas définir le régime salarial des gens en fonction de leur nombre. C'est des gens qui sont extrêmement utiles à ce pays. Beaucoup plus utiles vous que... doubleriez les salaires des enseignants, c'est la question. En tout cas, j'améliorerai considérablement le salaire des enseignants et je réduirai les inégalités qu'il y a dans la fonction publique. Attendez, je termine. Parce que je ne veux pas qu'on donne des arguments faciles. Terminez votre phrase. Nos politiciens, quand ils veulent trouver de l'argent pour créer des institutions inutiles à ce pays, et vous savez qu'il y en a beaucoup, ils en trouvent avec des budgets de 8 milliards, etc. Quand il faut donner à des enseignants qui sont utiles à ce pays, on dit voilà, il y a un nombre. Ça, il faut arrêter. Dernière question. Entente entre le syndicat des travailleurs des impôts que vous dirigiez à l'époque et l'entrepreneur Jobsi au sujet de la cité Almadies, est-ce que la datation en paiement entre les deux parties a respecté le préalable requis par la loi? Les gens, on vous a cité dans cette affaire. Les gens utilisent des termes dont ils connaissent pas. On vous a cité dans cette... Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Sénégalais aujourd'hui? Je vais répondre. Les gens utilisent des termes dont ils ne connaissent pas le contenu. Le terme datation à paiement n'a pas sa place ici. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Toute opération immobilière, même une donation, doit se faire devant un notaire sous peine de nullité absolue. Si la démarche n'est pas effectuée, il est impossible d'immatriculer les terres en question. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Répondez à ma question, s'il vous plaît. L'émission est terminée. Je vous réponds. Vous pouvez vendre votre maison sous seing privé. Vous ne prenez pas une disposition, l'extraire dans un ensemble. C'est un droit, le droit immobilier. Maintenant, je vais vous répondre. Quand j'étais à la tête du syndicat, on s'est battu pour avoir, évidemment, la possibilité d'accéder au foncier. Et pour aider les travailleurs des impôts. Et on en a eu, heureusement, comme toutes les autres corporations. Sur le Rufisque, quand on nous donnait le Rufisque, c'était une forêt. C'est très bien. Alors, attendez, je termine. Non, vous ne pouvez pas. Vous me permettez de clarifier. C'était une forêt et personne n'en voulait à la DGID. Les gens disaient, nous avons dit, sur ce programme-là, il faut faire des terrassements, ce qu'on n'a jamais fait. Il faut faire des adductions d'eau pour rendre le site attrayant. Le directeur général de l'époque a dit, permettez-moi, moi, directeur général, de prendre en charge cette partie-là, la direction générale, ce sera notre contribution. Des impôts et domaines de l'époque qui se trouve être Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances. Et un jour, on en a parlé en bureau de syndicat, on a validé. Un jour, il nous convoque à son bureau et nous dit, nous avons retenu un entrepreneur qui se trouve être Jobsi. C'était la première fois que je vois ce monsieur. Je l'ai commis, moi, Amadou Ba, directeur général, et il va nous faire les travaux. Nous avons dit d'accord. Et on a dit, on signe un accord tripartite entre la direction générale des impôts et domaines, le syndicat et l'entrepreneur pour faire les travaux. Et les conditions, c'était, et ça se passe toujours comme ça, l'entrepreneur sera payé en nature sur une petite partie par rapport aux travaux. Et la DGID prend l'engagement de payer le reste. C'est tout ce qu'il y a eu. Moi, c'est plus de 300 parcelles. Moi, Ousmane Sonko, et je le dis devant tous les Sénégalais, je n'ai pas eu 1 centimètre carré là-bas. J'ai travaillé, on a donné aux ayants droit. Je n'ai jamais pris une parcelle, je n'ai pas pris de l'argent, je ne connais pas. Maintenant, après, comme on est dans un système où, coûte que coûte, nos politiciens, leur manœuvre, c'est de dire, le Sonko que vous entendez dénoncer, il est comme nous, c'est un corrompu. C'est ça l'objet de la manœuvre. Nous avons, par exemple, un ministre de l'Intérieur qui convoque tout le monde, qui les cuisine. Oui, cette maison, vous l'avez vendue à Sonko. Est-ce que c'est votre maison? Ah oui, cela a été fait. Mais ça a été fait. Barthélémy Ngom est dans ce studio pour vous présenter le journal de 12h. Barthélémy, bonjour. Bonjour, il est 12h04. Vous voyez toute ma désolation. Ousmane Sonko, merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury. À la technique, Vincent Diop, Digital Manager Maguette Koulibaly. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité.